Le gouvernement prend des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Annonce faite ce mercredi au terme du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le président Ouattara est convié au 3e sommet Inde-Afrique prévu le 29 octobre prochain à New Delhi. Invitation remise aujourd'hui au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par l'émissaire du gouvernement indien, Ram Kripal Yadav, ministre d'État pour l'eau potable et l'assainissement. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité un colloque international sur la cybercriminalité. Il est organisé par des experts ivoiriens et suisses. Des solutions pour mettre fin à la cybercriminalité sont attendues. Et puis à l'étranger, le Rwanda, sur la base des pétitions populaires, le Parlement s'est prononcé hier en faveur d'une révision constitutionnelle. Celle-ci permettrait au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et ce mercredi également, l'économie en profondeur d'un Éco Plus. Ce soir, on s'intéresse au marché boursier. C'est quoi un marché boursier ? Quelles sont ses caractéristiques, ses objectifs, ses acteurs? Tous les éclairages pouvant vous permettre de mieux cerner le sujet à suivre d'un Éco Plus dans maintenant quelques minutes. Un conseil des ministres s'est tenu ce jour au palais présidentiel. Au chapitre sanitaire, le conseil a décidé de remettre sur le tapis les mesures de vigilance et de protection contre Ebola. En outre, le gouvernement annonce des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Le développement des entreprises locales. Le sujet était à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 juillet au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Face au constat peu encourageant des entreprises ivoiriennes majoritairement peu compétitives, le Conseil a pris des mesures importantes visant à faciliter leur accès au marché public. En Côte d'Ivoire, 90% des entreprises sont des PME qui contribuent fortement à la création de la richesse nationale, qui contribuent à la création d'emplois. Malheureusement, toutes ces PME ne dégagent que 20% de la richesse nationale. Ainsi, donc, certaines dispositions du Code des marchés publics ont été modifiées pour prendre en compte les difficultés qu'affichent les PME. Les principales décisions sont les suivantes. Faire en sorte que 30% des marchés publics soient réservés aux PME nationales. Il s'agit également de faire en sorte que les procédures de passation de marché soient allégées. Il s'agit de réduire le coût financier pour les PME en réduisant notamment le taux de cautionnement provisoire qui va passer grosso modo de 3% à 1,5%. Il s'agit de réduire les délais de paiement, mais comme vous savez, le gouvernement y travaille pour l'ensemble des fournisseurs de l'État. Il a été évoqué l'accès au crédit bancaire, donc évidemment des contributions vont être faites à ce niveau-là pour que cet accès soit facilité pour nos PME. Il s'agit de faire en sorte que les dispositions qui sont prises ici touchent le maximum de PME. C'est une préoccupation forte mise en avant par le chef de l'État lui-même qui souhaite qu'un regard soit porté à la distribution des marchés aux PME et qu'il n'y ait pas une concentration sur un certain nombre de ces PME, mais qu'il y ait une répartition, évidemment, par rapport aux PME qui sont compétentes. Donc il s'agit dans l'ensemble de mesures importantes qui doivent donner plus de capacité à nos PME nationales. Il s'agit pour notre pays de commencer véritablement à construire des champions nationaux dans tous les domaines d'activité. J'insiste là-dessus. Et nous espérons qu'avec ces mesures-là, dans quelques années, nous pourrons avoir des PME donc compétitives à l'exportation dans la sous-région, voire même au-delà. Le ouf de soulagement aura été de courte durée. Avec la réapparition du virus Ebola au Libéria, le Conseil des ministres a sonné la reprise en Côte d'Ivoire des mesures de vigilance et de protection. Nous notons une réapparition du virus au Libéria depuis le 29 juin dernier. 6 cas et malheureusement un décès dans ce pays voisin. L'épidémie persiste en Guinée et en Sierra Leone.
Il est donc important que les mesures de vigilance, de précaution mises en œuvre jusqu'à présent en Côte d'Ivoire soient remises sur la table, faire en sorte que nos populations reprennent tous les principes de précaution qu'ils appliquaient si bien jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire attention à votre environnement immédiat. Il faut continuer à éviter de manger de la viande de brousse. Il faut éviter de consommer l'agouti. Il faut éviter de consommer des animaux morts retrouvés en brousse, etc., etc. Il faut faire attention autour de vous, notamment aux voyageurs venant de pays voisins et notamment de pays concernés aujourd'hui par cette maladie. Faire en sorte que la population reste vigilante et surtout, quand il y a lieu, qu'elle attire l'attention des autorités, qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient administratives, pour que ces autorités prennent les mesures les plus adaptées. Le Conseil a clos sa séance en donnant rendez-vous au gouvernement le mercredi 22 juillet à Séguéla, chef-lieu du district du Yoruba, où va se tenir le prochain Conseil des ministres. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est invité au 3e sommet Inde-Afrique prévu le 29 octobre approché à New Delhi. Il a reçu son invitation des mains de l'émissaire du gouvernement indien, Ram Kripal Yadav, ministre d'État pour l'eau potable et l'assainissement. On retrouve Viviane Haïm. Émissaire du Premier ministre de la République fédérale de l'Inde, Narendra Modi, le ministre d'État, ministre de l'eau potable et de l'assainissement, Ram Kripal Yadav, était porteur d'une invitation du Premier ministre indien au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à prendre part au 3e forum Inde-Afrique prévu se tenir du 26 au 30 octobre de cette année. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue relation d'amitié et de coopération qui a été soulignée au cours des échanges que le président de la République a eus avec son hôte. L'Inde est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement de façon globale. Nous sommes vivement enthousiastes à investir dans le domaine de la route, de l'irrigation, de l'eau, des grands travaux, de sorte à ce que dans notre coopération, un bénéfice commun puisse en ressortir pour l'Inde et la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir ce pays devenir une grande économie, un pays développé. L'émissaire du Premier ministre Narendra Modi a transmis au président de la République le vœu du premier responsable de l'exécutif indien de voir la coopération entre les deux pays se renforcer. Le marché financier, peu connu en Afrique, offre pourtant des opportunités d'investissement aux épargnants, représente une source de financement à long terme pour les entreprises et même les États. Qui sont les intervenants de ce marché? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Quels sont les risques encourus? Quels sont les produits échangés? Toutes ces interrogations sont traitées dans Eco Plus ce soir, un sujet qui s'intéresse aux acteurs et au but d'une bourse des valeurs mobilières. Incursion dans l'univers des marchés boursiers, c'est avec Adama Kone. Actions, obligations, société de gestion, société cotée, capitalisation, investissement, investisseur. Autant de mots qui ont un lien et qui constituent donc les éléments d'un puzzle, la bourse des valeurs mobilières. La bourse est un marché qui permet d'assurer la rencontre entre ceux qui ont une épargne et ceux qui veulent investir dans des projets. Ceux qui ont une épargne sont les investisseurs et ceux qui sont à la recherche de financement sont les sociétés cotées. Ici, la marchandise est l'action ou l'obligation. L'achat ou la vente d'un titre se fait à travers une structure à laquelle l'intéressé donne un ordre. Nous sommes dans la catégorie des agents commerciaux, donc notre objectif et le rôle qui nous est dévolu est de commercialiser les titres qui sont admis sur la bourse et donc d'aider les investisseurs à avoir des supports d'investissement. En tant qu'intermédiaire de la bourse, nous sommes les seuls intervenants agréés à passer les ordres
les clients à la BRVM. Nous avons aussi une fonction de conservation de titres, donc qui permet aujourd'hui de conserver les portefeuilles de nos clients. Nous avons aussi une fonction de structuration des opérations d'ingénierie financière. Nous accompagnons à ce titre les États, les collectivités locales. À la bourse, les États, en plus des individus, interviennent aussi pour lever des fonds. C'est une autre source de financement en dehors des bailleurs de fonds, tels que les institutions internationales et les États partenaires. La bourse, c'est un instrument de mobilisation de l'épargne en vue du financement des projets. Alors, si la bourse permet, par exemple, de lever des ressources pour construire un pont, comme le 3e pont, ou construire un aéroport ou des routes, ça favorise, je dirais, la fluidité du transport dans un pays. Ça, c'est extrêmement important. La bourse peut aussi permettre de canaliser des ressources pour le financement des infrastructures de base comme l'énergie, comme l'eau ou les télécommunications. Au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, des économies en construction avec d'une part donc des demandeurs de capitaux qui sont soit le secteur privé, soit le gouvernement, qui ont besoin de ressources pour développer des infrastructures ou développer leurs affaires. Et de l'autre côté, vous avez des investisseurs qui sont des personnes physiques ou des personnes morales qui ont des excédents de ressources à placer sur les marchés, à faire fructifier de façon sécurisée. Et donc la bourse est justement cette place qui permet à cette offre et cette demande de capitaux de se rencontrer et surtout de fonctionner dans un cadre qui est sécurisé avec des règles de fonctionnement. Les chiffres sont illustratifs. Seulement 22% des entreprises africaines obtiennent une ligne de crédit contre 31% dans les pays asiatiques et 48% en Europe. Ces entreprises peuvent avoir un autre souffle financier à la bourse. Pour l'entreprise, aller en bourse, c'est une manière de sécuriser ses placements. Une véritable bouffée d'oxygène pour Fabrice Aka, quand on sait que 70% des PME micro-entreprises ne disposent pas de financement suffisant pour des besoins estimés à 225 000 milliards de francs CFA, selon la Banque africaine de développement BAD. Sur le marché boursier, l'appréciation d'une action est synonyme de gain pour son détenteur. On gagne en bourse, les petits porteurs gagnent. Par exemple, une société qui était à 180 000 francs en mai, cette société actuellement tourne vers 320 000. Donc ça veut dire qu'en espace de 2 mois, vous avez doublé votre épargne. Il faut dire qu'elle n'est pas encore connue de tout le monde, donc il y a vraiment des opportunités et nous avons eu la chance de saisir ces opportunités-là pour le moment. Contrairement à l'obligation qui donne droit à un bénéfice fixe des achats, l'action, elle, peut chuter, ce qui équivaut à une perte de valeur. Le tout est de savoir gérer les risques. La bourse est en fait un révélateur ou en tout cas indique le comportement des sociétés. Lorsqu'elles performent correctement, la bourse les sanctionne positivement avec un prix d'achat qui augmente. Et lorsqu'elles fonctionnent mal, personne ne veut les acheter. Si vous avez besoin d'une épargne sécurisée, vous pouvez avoir recours tout simplement au compte d'épargne de la banque qui vous garantit un taux, qui ne vous garantit aucune fluctuation. Maintenant, vous avez peut-être aussi des objectifs d'épargne qui sont peut-être sur du long terme et donc qui nécessitent des rendements plus élevés. Parce que si jamais vous voulez investir sur 5 ans, voire 6 ans, 3% que la banque peut vous offrir ne serait pas forcément le meilleur investissement. À ce moment-là, il faut être prêt à pouvoir prendre un tout petit peu de risque, dépendamment de la durée de votre placement, et aller en bourse. C'est clair qu'à la bourse, votre rendement n'est pas garanti, il fluctue, puisque c'est des actions. Mais il y a la possibilité d'avoir des obligations qui sont beaucoup plus sécurisées, qui vous apportent une certaine sécurité de votre capital. À la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, les acteurs ont des attentes par rapport à la qualité des prestations. L'amélioration que nous attendons tous, c'est la liquidité. C'est-à-dire que quand on achète des actions, on a des actions en notre possession qu'on essaie de céder sur le marché. Ça ne se fait pas automatiquement. On est obligé d'attendre une période. Les principales places boursières sont entre autres New York, Tokyo, Londres, Paris, Shanghai, Toronto. En Afrique, la BRVM est en 6e position avec une capitalisation de 6 320 milliards de francs CFA en 2014 sur le marché des actions. Une hausse de 11% liée à la forte reprise de la croissance en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. La croissance économique de la Côte d'Ivoire, objet de séduction de bien d'observateurs de la communauté internationale et structures privées. Quel est le secret de ce dynamisme économique? Au cours d'un atelier à Addis Abeba sur la question du développement,
La ministre ivoirienne chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a présenté les recettes de la croissance du pays. Envoyé spécial à Addis Abeba, Mamadou Kwasi. Le développement durable, c'est la préoccupation des États du monde entier. Car l'amélioration des conditions de vie des populations passe par un développement adéquat. Mais quelles ressources pour accompagner ce développement? Quel financement pour la politique de développement de nos États afin de lutter efficacement contre la pauvreté? Les experts se donnent des idées pour permettre les États de relever ce défi. Une proposition dans le but d'orienter les financements vers le traitement des vulnérabilités afin de rendre plus durable la croissance sur le plan économique, sur le plan social, politique et climatique. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kaba Niali, apporte des solutions à cette problématique. Car la Côte d'Ivoire est devenue un modèle en termes de développement vu la croissance enregistrée. Ça va, mais la Côte d'Ivoire a encore besoin de soutien des bailleurs de fonds pour pouvoir traiter de façon convenable ces vulnérabilités. L'État travaille également à développer des mécanismes de financement adaptés aux PME. Nous sommes en train de réfléchir à l'ouverture d'un compartiment dédié aux PME à la bourse. Donc, aller au-delà des mécanismes traditionnels de lignes de crédit et de fonds de garantie. L'État est en train de réfléchir également à la question de l'inclusion financière. Ce sommet international sur le développement constitue une plateforme pour les acteurs économiques pour l'élaboration d'un planning de financement pour le développement durable en Afrique et dans le reste du monde. Et ce message du Parlement ivoirien, M. Sorokik Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs, les députés à la séance publique du jeudi 16 juillet 2015 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération sur les projets de loi suivants. Projet de loi portant statut de pupille de l'État. Projet de loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage. Projet de loi relatif à l'industrie du livre. Projet de loi relatif à l'exercice de la pharmacie. Projet de loi relatif au code de la déontologie pharmaceutique. Projet de loi portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Projet de loi relatif à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, projet de loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire, projet de loi portant code du travail, projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Cotonou révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou au Burkina Faso. Enfin, projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises conclu à New York le 14 juin 1974, tel que modifié par le protocole du 11 avril 1980 adopté à Vienne. Dans le reste de l'actualité, dans maintenant 7 jours, s'ouvrira la visite d'État du président de la République dans le district du Woroba. Sur l'itinéraire du président Ouattara lors de ce déplacement est prévue l'étape de la région du Béret, escale que préparent activement les ressortissants de la région avec à leur tête le ministre d'État Moussa Dosso. À 7 jours de la visite du président de la République dans le Béret, les filles et fils cadres de la région accentuent la mobilisation. Une rencontre d'information a été initiée ce mercredi. Objectif, faire le point des préparatifs de cette visite d'État. L'objectif qui est visé, c'est une très forte mobilisation pour que la fête que nous souhaitons soit belle et que les retombées après le passage du président de la République, eh bien que ce soit des retombées concrètes en termes de réalisation et pour l'impact sur les populations, eh bien tout cela a été discuté. Nous sommes extrêmement heureux que les choses avancent dans le bon sens. La question du transport et celle de la restauration, deux préoccupations majeures des populations. Elles ont été passées au peigne fin. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera dans le Béret dans la matinée du vendredi 24 juillet à Mankono, dans l'après-midi du même jour à Kounaïri et le samedi 25 juillet à Dianra. La ville de Touba accueillera également Alassane Ouattara. La localité située entre les villes d'Odiéné et Mans prépare sérieusement l'arrivée du chef de l'État. À Touba, on est même impatient d'accueillir l'illustre hôte. Patricia Omoetia. Nous sommes ici à Touba, précisément au quartier Gros-Paville. Et comme vous le constatez, les travaux ont commencé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. La ville fait sa mue. Les travaux ont débuté en mars dernier. Bâtiments rénovés, bitume, voies élargies ou reprofilées. Pour le chef de chantier, le délai de livraison sera respecté malgré quelques difficultés. Bon, on a souvent rencontré des difficultés, ce qui même
fait que nous sommes un peu à ce stade aujourd'hui. Les déplacements de réseau, voilà, un peu complexes. On a déjà imprégné. Il reste à mettre le bitume. La capitale du Bafing aura sans doute un nouveau visage avant l'arrivée du chef de l'État. Une visite qui ne laisse personne indifférent. S'il vient, on veut qu'il n'a qu'à réaliser beaucoup de choses ici. Ouais, il y a plein de jeunes qui sont ici et ne travaillent pas. Depuis longtemps, on voulait le voir, mais vraiment, aujourd'hui, on a besoin de le voir très bien. Parce que c'est un président vraiment merveilleux. Depuis au temps de Oufoué, on n'a jamais trouvé un bon président comme nous. Pour les autorités de la ville de Touba, il faut s'assurer de l'état d'avancement des travaux et des dernières dispositions à prendre en compte pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Je pense même qu'on aura des problèmes pour les accueillir parce que la population qui va venir sera plus que celle qui vit à Touba. Donc là, il y a une mobilisation générale des fils et des filles de cette région. Il est clair que le département de Touba ne compte pas faire dans la dentelle. Une visite historique qui, pour les populations du Bafing, sera l'occasion de communier et de dire merci au président Alassane Ouattara. Sujet ce soir sur les préparatifs de la visite d'État dans le Woroba. L'organisation Force 2015, avec à sa tête son président Charles Niaoré, a mené une tournée de 48 heures dans la ville et les villages de la région du Béret pour sonner justement la mobilisation. Kwadjo Kwame. Grande mobilisation des populations de la région du Béret à l'occasion de la prochaine visite du chef de l'État. Visite historique. C'est l'appel du président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, au cours de sa tournée dans plusieurs localités de la région du Béret. Charles Niaoré. De Badasso à Sarala, en passant par Bouandougou, Téningou et Marandala, il a demandé aux populations de s'impliquer personnellement dans la mobilisation pour la réussite de cette visite. Il va annoncer de grandes choses dans cette région. C'est pour cela que, pour en même temps aller lui dire nos problèmes et lui dire que nous le soutenons toujours, nous devons être nombreux le 24 à Makono. Heureuse de la visite du président de la Force 2015, les populations hautes lui ont exprimé leur volonté d'être à tous les rendez-vous avec le chef de l'État dans son déplacement dans la région du Béret. Elles lui ont également présenté leurs difficultés que toutes les populations espèrent qu'elles trouveront des solutions avec la visite du président de la République. Nous avons besoin de corps, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de l'eau. Pour l'accueil du président Alassane Ouattara, nous sommes totalement prêts pour aller l'accueillir à Makono. Nous avons besoin de lui et nous allons lui prouver que nous sommes là. Le président de la Force 2015 a invité les populations visitées à toujours faire confiance au chef de l'État Alassane Ouattara qui connaît les difficultés de la région et qui saura les résoudre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite d'État du président de la République dans le Woroba. D'autres visites d'État se préparent. Il en a été question aujourd'hui dans les locaux de la Grande Chancellerie. Une délégation de la coordination des élus, cadres et travailleurs de Gagnoa pour le développement s'y sont réunis. Les discussions avec la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté ont porté sur les préparatifs de la visite d'État du président de la République dans, cette fois, la région du Go. Gagnoa sollicite la participation de la grande chancelière à l'organisation de cette visite très attendue. Christelle Menard. La prochaine visite du chef de l'État mobilise déjà les ressortissants de la région du Go. À Gagnoa, une des étapes de la visite, la coordination des élus, cadres et travailleurs pour le développement s'active dans les préparatifs. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, native et fierté de la ville, est mise à contribution. Nous avons l'habitude à Gagnoa de penser que Gagnoa est un symbole. Mon appui, c'est surtout un appui moral, un appui de sagesse et un appui qui vient pour tous les plans, sur tous les plans où je peux me manifester. Gagnoa veut rompre avec la réputation de région difficile et entend faire de cette visite un triomphe sans précédent. Actuellement, au moment où je vous parle, les chefs de village sont en train de commencer à faire des tournées dans les villages pour que dans les plus petits hameaux, les hommes et les femmes soient informés et puissent adhérer à cette visite. Gagnoa, la ville, n'est plus ce qu'elle était. Et les 602 000 habitants du département espèrent de cette visite du chef de l'État un nouvel essor économique. Il y a beaucoup à faire du côté de Gagnoa, dans les zones rurales surtout. Toutes les populations doivent vraiment s'impliquer
pour que cette visite d'État donne lieu à une grande effervescence et qu'on puisse en avoir des retombées très positives pour les populations, quel que soit leur bord. Cette visite à la grande chancelière est enfin l'occasion pour les membres de la coordination de recevoir, disent-ils, des conseils avisés de celle considérée comme la sœur du président de la République. Je vous le disais en titre, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité un colloque international sur la cybercriminalité. Il est organisé par des experts ivoiriens et suisses. Des solutions pour mettre fin à la pratique sont attendues. Kader Sogodogo. L'Institut de lutte contre la criminalité économique de Suisse et l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE de l'INPHB de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ont initié un colloque sur le thème de l'impact de la cybercriminalité sur la société ouest-africaine, cas de la Côte d'Ivoire. Des experts ivoiriens et suisses ont mis en évidence l'utilisation des TIC comme moyen d'arnaque, un danger pour nos économies. En 2014, la Côte d'Ivoire a enregistré 500 plaintes liées à la cybercriminalité avec plus de 5 milliards de francs CFA de préjudice, faisant d'elle la plaque tournante de la cybercriminalité suivie du Bénin. Notre cybercriminalité est assez différente de la cybercriminalité occidentale dans la mesure où elle met en œuvre énormément d'infractions facilitées par les TIC, notamment des cyberescroqueries, des cyberarnaques. Le colloque de Yamoussoukro veut proposer des solutions pour endiguer ce fléau qui freine le développement de nos pays avec la fuite des investisseurs. Et nous avons vu, il y a quelques mois de cela, tout ce que ça a causé comme suspicion au niveau des enlèvements des enfants et autres. Donc, pour nous, la contribution de ce colloque-là, c'est de permettre au gouvernement ivoirien, en particulier, et aux différents gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, de pouvoir cerner, appréhender ce phénomène-là et trouver des solutions idoines dans le cadre d'une harmonisation, pourquoi pas, des législations africaines, régionales et sous-régionales. La sous-région pourra compter sur l'expertise de la Suisse. Les criminels ivoiriens font des victimes non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi à l'étranger, raison pour laquelle il nous semble important de lutter contre ce phénomène de manière globale et internationale. À l'issue du colloque de Yamoussoukro sur la cybercriminalité, un document comportant des solutions durables pour mettre fin à ce fléau sera remis à nos gouvernants. Young African Leaders Initiative, YALI, est un projet du gouvernement américain qui bénéficie d'un fort soutien des universités américaines ainsi que du secteur privé. Le district d'Abidjan vient de signer un protocole d'accord relatif à ce projet avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'enjeu est très important, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes Ivoiriens. Le point avec Grace Kando. L'encadrement des jeunes entrepreneurs ivoiriens et leur autonomisation préoccupe le district d'Abidjan. Pour ce faire, un centre d'information et d'activité dénommé Young African Leaders Initiative sera mis sur pied à la bibliothèque du district autonome d'Abidjan. Ce, grâce à un protocole d'accord entre le gouverneur du district d'Abidjan et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette signature se projette sur l'avenir pour que nous allions plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ces jeunes entrepreneurs, c'est toute la jeunesse ivoirienne et tous les Ivoiriens qui voudraient s'imprégner des techniques de gestion, des techniques de management des entreprises par les Américains et surtout le fighting spirit américain, c'est-à-dire l'esprit de gagneur, l'esprit de combattant, ceux qui ne baissent jamais les bras. Le protocole d'accord que nous venons de signer va nous permettre d'encourager les jeunes Ivoiriens à étudier, à devenir des entrepreneurs pour qu'ils puissent participer à la croissance économique et à la construction de ce pays. Les États-Unis ont ouvert une enveloppe budgétaire d'environ 224 millions de francs CFA et ce n'est qu'un début. Une collaboration qui dénote de la volonté commune des deux pays de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Je vous donne maintenant le contenu de ce message. La cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de première et deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogué aura lieu le jeudi 16 juillet 2015 à partir de 8 h à l'école de gendarmerie de Torogué située sur l'axe Daloa-Vavois. À cet effet, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale invite les parents d'élèves
les populations ivoiriennes et celles de la commune de Daloa en particulier à participer à la dite cérémonie. On termine à l'étranger avec le Rwanda. Sur la base des pétitions populaires, le Parlement s'est prononcé hier en faveur d'une révision constitutionnelle. Celle-ci permettrait au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Sans surprise donc, les parlementaires ont estimé que les quelques 4 millions de pétitions de la population étaient fondées. L'article 101 de la Constitution qui limite le nombre de mandats à 2 doit donc être amendé comme le souhaite la population. Sylvie Touré. Le Rwanda aurait-il succombé au virus de la révision constitutionnelle? Tout porte à le croire. À l'unanimité, sénateurs et députés se sont prononcés en faveur d'une réforme de la Constitution suite à la pétition lancée par les partisans du président Kagame en vue de lui offrir un 3e mandat. Les demandes qu'on a déjà reçues, ce sont des demandes écrites, signées de la population qui totalisent à peu près 4 millions. Mais il y a d'autres gens qui n'ont pas pu avoir la chance d'exprimer leur désir de voir l'article 101 ou d'autres articles qui soient amendés. Alors la décision a été prise de faire des consultations populaires. Après cette étape, le projet sera soumis à référendum malgré le recours devant la Cour suprême du Parti démocratique vert, parti d'opposition. La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé que des travaux seront entrepris pour identifier les articles qui seront soumis à la consultation populaire. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumet devant l'Assemblée plénière. La décision sera prise sur la raison, le bien fondé d'amender la Constitution. Un référendum qui déjà s'apparente à une simple formalité pour Paul Kagame au pouvoir depuis 2003. Si de nombreux progrès économiques sont à inscrire à son actif, le président rwandais essuie tout de même de vives critiques dans le domaine du respect de la liberté d'expression. Ainsi prend fin la grande édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.